Bonjour, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, nous continuons notre visite de Gotham City avec en guise de guide touristique notre très cher Scott Snyder. Bon, nous sommes toujours en 2011 et on peut se le dire, Scott Snyder a démarré sa carrière chez DC Comics sur le chapeau de roue. Non content d'avoir été remarqué par Stephen King lui-même avec la sortie de son premier roman ainsi que d'avoir empoché un Eisner Award et un Harvey Award pour sa série American Vampire sortie sous le label Vertigo, comprenez en gros que c'est l'équivalent d'un Oscar et d'un Golden Globe dans le monde des comics, il a réussi à se faire remarquer en débarquant sur la série Detective Comics avec son arc nommé Black Mirror, alors qu'un auteur de prestige en la personne de Grant Sheldon Morrison travaillait en parallèle sur le personnage de Batman. S'étant déjà bien engouffré dans le tunnel du succès, c'est en mai 2011 qu'une nouvelle pierre vint s'ajouter à son palmarès et à son travail sur le Chevalier Noir avec le lancement d'une mini-série en 5 numéros nommée The Gates of Gotham, traduit chez nous en Les Portes de Gotham. A la différence de sa précédente histoire, il n'est ici que co-scénariste et partage son siège avec Kyle Higgins qui s'occupe aussi des dialogues. Pour la partie graphique, dites au revoir au dessin brut et horrifique de Jock et à la vibe rétro de ceux de Frank Avila, et dites bonjour à Trevor McCarthy, Derek Donovan, Dustin Nguyen, épaulé par Graham Nolan pour le découpage. Vous êtes sûrement en train de vous dire que ça fait quand même beaucoup de monde pour seulement 5 épisodes, et vous n'auriez pas tort, mais j'y reviendrai quand le temps sera venu, pour le moment attaquons-nous directement à la série en elle-même. Alors je vais pas vous refaire le contexte complet dans lequel se déroule cette série, car il est sensiblement le même que la précédente histoire signée Snyder. Bruce Wayne est toujours en train de parcourir le monde afin de recruter des nouveaux agents pour son organisation Batman Incorporated, laissant au bon soin de Dick Grayson et à Damian Wayne le rôle de veiller sur Gotham sous l'identité de Batman et Robin. Seul changement notable dû au statu quo du récit de Morrison, le retour en ville de Cassandra Cain alias Black Bat, qui est l'agent de liaison de Bruce au Japon, et qui portait précédemment le costume de Batgirl suite à l'agression du Joker sur Barbara Gordon, porteuse du titre original. L'on peut aussi souligner un rôle plus important pour le personnage de Tim Drake alias le troisième porteur du costume de Robin, qui le céda à Damian Wayne à son arrivée dans la Bat Family. Il faut dire qu'il ne lui a pas vraiment laissé le choix lors de leur première rencontre. Bref, tout ça l'a amené à changer d'identité pour celle de Red Robin, perpétuant ainsi la tradition des anciens acolytes de Batman, prenant leur indépendance en volant de leurs propres ailes. Bon, ceci étant fait, penchons-nous maintenant sur l'histoire en elle-même. Nous retrouvons donc de nouveau notre cher Dick Grayson sous le costume de Batman, enquêtant sur l'arrivée de 130 kg d'explosifs à Gotham, commandé par un nouveau criminel. Alors qu'il menait un interrogatoire plutôt musclé sur les docks, des détonations se font entendre sur les différents ponts de la ville, provoquant énormément de pertes humaines et de dégâts matériels malgré son intervention. C'est aussi l'occasion pour les auteurs d'évoquer la saga No Man's Land au détour de quelques dialogues, ce qui vous fera regretter de ne pas les avoir acquis lors de leur sortie, au vu des tarifs appliqués sur certains volumes aujourd'hui. Mais bref, ces attentats sont revendiqués par un mystérieux individu ayant laissé comme seul indice un message énigmatique disant « Par les portes de Gotham, les familles tomberont ». Dick, avec l'aide de Tim Drake, arrive à apprendre rapidement que le terme « porte de Gotham » ne désigne pas seulement les 10 ponts, mais aussi les 2 architectes les ayant bâtis afin de relier les multiples îlots de la baie, sous la direction des 4 grandes familles de Gotham, les Cobblepot dont descend le Pingouin, les Elliot dont fait partie Silence, les Kane dont descend Batwoman et la mère de Bruce, et enfin les Wayne que je n'ai je pense pas besoin de vous présenter. D'autres monuments historiques seront à leur tour visés par le criminel, déclenchant alors une course contre la montre où la Bat Family finira par découvrir un sombre secret sur la modernisation de Gotham.
De la baston, des complots, une dimension historique et des révélations, voilà ce qui vous attend dans ce modeste récit de 120 pages. Bon, je vous ai fait un résumé de l'intrigue en me concentrant principalement sur les événements se déroulant dans le présent, mais étant donné qu'ils prennent racine dans le passé de Gotham, vous vous doutez bien qu'on a le droit à énormément de flashbacks prenant place à l'époque de la révolution industrielle, où la cité a vu son visage radicalement changer pour devenir la grande métropole jonchée de gratte-ciel que nous connaissons aujourd'hui. En plus de nous présenter les grandes familles ayant œuvré à la métamorphose de la ville, nous découvrons l'existence de deux hommes de l'ombre, Nicholas Anders et Bradley Porter, deux frères s'étant installés à Gotham en 1960 et étant doués dans le domaine de l'architecture, plus précisément le dessin. Là où l'un était plus doué dans le domaine technique, l'autre fourmillait d'idées révolutionnaires, ce qui en fit un excellent duo complémentaire qui ne tardera pas à se faire remarquer. Car en effet, un jour un certain Alan Wayne les approcha afin de solliciter leur expertise pour mener à bien la construction d'un premier pont, ayant pour but de relier plusieurs terres entre elles afin d'aider à l'expansion de Gotham et ainsi lui permettre de gagner en influence et en puissance à l'échelle du pays. Suite à ce premier chantier qui fut un véritable succès, leurs affaires s'accélérèrent et ils se retrouvèrent à bâtir de nouveaux ponts ainsi que des lieux emblématiques de l'univers de Batman, comme l'Iceberg Lounge où réside le pingouin, ou encore la Tour Wayne, le plus grand édifice de la ville tutoyant les cieux, donnant alors une légitimité au surnom que la future métropole avait adopté avant tous ses travaux, la cité dans les nuages. Cette mini-série vient ainsi s'inscrire dans la continuité du travail de Snyder sur le personnage de Batman en ne plaçant pas son héros au centre de l'intrigue mais sa ville. Cette affirmation prenant ici encore plus de sens avec cette série car les motivations de l'antagoniste du jour sont ici directement liées à la fondation de la cité. Après, rendons à César ce qui est à César, Snyder ne réinvente pas la roue car ce n'est pas le premier auteur à revenir sur les origines de Gotham. Si j'en crois ce que racontent les éditos d'Urban ainsi que leurs articles sur leur site, il semblerait que ce soit Alan Moore qui aurait débuté ce travail en 1986 dans le Swamp Thing numéro 53, en nous présentant le fondateur de la ville comme un Norvégien lié à des groupuscules pratiquant des arts occultes. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider à ce sujet, car j'ai lu et relu ces numéros à la recherche de ce passage, et à moins d'avoir loupé la même bulle ou la même page systématiquement, impossible de trouver l'info dans ce comics. J'ai d'abord pensé à une erreur de la part d'Urban, mais des sites anglophones partagent aussi cette information. Soit. Chou blanc donc. Mais bon, ça m'aura au moins permis de relire du Alan Moore, donc ça fait jamais de mal, et j'ai pu y découvrir aussi la superbe déculottée que la créature des marais inflige à Batman. Admirez-la, c'est collector. Bref, le scénariste Peter Milligan viendra surenchérir sur le passé occulte de la ville en 1990 en nous présentant ses pères fondateurs effectuer un rite sacrificiel pour invoquer un démon nommé Barbatos et en prendre le contrôle. 2 ans plus tard, Denis O'Neill viendra à son tour ajouter une pierre à l'édifice avec le crossover Destroyer, où il crée un ancêtre de Bruce Wayne, le juge Solomon Wayne, et l'architecte originel de Gotham, Cyrus Pinckney. En 1997, dans le Batman Secret Files and Origin numéro 1, Scott Beatty présente Alan Wayne comme l'un des architectes ayant œuvré à la modernisation de Gotham. Arrivé en 2010, Grant Chauve Morrison récupère ces différents éléments dans sa mini-série The Returns of Bruce Wayne, où il réutilise l'histoire du rite pour Barbatos et la dynastie de Wayne afin de les lier à jamais à l'origine et à l'avenir de Gotham. Et pour finir, notre histoire du jour sortie en 2011, où Snyder ajoute d'autres familles en plus des Wayne à l'origine de la modernisation de la ville, préfigurant ainsi de son futur travail sur le personnage de Batman et sur son univers. Famille, 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 famille. Voilà un mot qui revient tous les 2 minutes depuis le début de cette vidéo. Car au-delà de rajouter du lore à la mythologie gothamienne, cette histoire parle avant tout des liens familiaux qui unissent les individus. Bon, même combat que pour la vidéo précédente, jusqu'ici je ne vous ai pas spoilé la totalité de l'intrigue, donc si vous voulez vous préserver quelques surprises, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. Au revoir. En effet, je vais maintenant revenir sur l'origine de l'antagoniste de l'histoire, l'architecte alias Dylan Mai, descendant des 2 frères Porter, voulant se venger de l'aristocratie de Gotham, qui aurait fomenté une conspiration afin d'effacer leur nom de l'histoire, en faisant passer pour accident l'assassinat du premier frère, conduisant le second à la folie, qui le mènera à finir ses jours dans le lieu le plus connu de la mythologie de Batman, l'asile d'Arkham. Cette origin story vient rajouter une pierre au palmarès de la cité en matière de création de super-vilains, à la différence qu'ici ce n'est pas la ville moderne rongée par le crime et la corruption qui lui donne naissance, mais sa construction, sous-entendant que le mal était déjà présent à la racine, que le ver était déjà dans le fruit depuis le début. Mais au-delà du mal, l'histoire débute avec la destruction du pont reliant les différents quartiers de la ville, symbolisant l'alliance des différentes familles de Gotham dans un but commun, malgré leurs dissensions.
Cette dynamique de groupe visible dans le passé est aussi applicable dans le présent à la Bat Family, qui au début du récit est quelque peu tendue, enfin surtout Damian Wayne, que Snyder n'a ce coup-ci pas oublié. Le jeune homme passe comme à son habitude son temps à dénigrer Grayson et Tim Drake, qui sont selon lui pas légitimes pour porter l'héritage de son père, et réserve un écueil glacial à Cassandra Cain, ce qui conduira la troupe à échouer lors de leur première altercation avec l'architecte. Il faudra alors attendre que Tim lui balance une punchline bien sentie au détour d'un dialogue pour apaiser le conflit. À qui fais-tu confiance ? À qui ne fais-tu pas confiance, pigeon ? Je crois plutôt que, comme avec nous tous, tu lui en veux d'avoir fait partie de la vie de ton père avant toi. Échange qui éveillera la conscience du jeune homme, le conduisant à accorder sa confiance à Black Bat, et ainsi permettra à l'équipe de déjouer le plan final de leur adversaire. L'on pourrait aussi évoquer le rapprochement de Cassandra Cain et de Tim à la fin du récit, mais c'est amené de manière balourde à base de quiproquos entre les deux héros. Je dois reconstituer son image en 3D pour identifier le costume, et ça prend du temps. Tu y arriveras, c'est ton truc. Comment ça ? Eh bien, tu es doué pour ces choses-là, toute l'équipe le sait. J'ai comme l'impression que tu ne veux pas seulement parler de photogrammétrie, là. Pardon, je pensais tout haut. Et n'ayant pas lu la saga de Matt Lange, je ne saurais pas dire s'il y a un passif entre les deux personnages, ou si c'est juste un élément de l'intrigue amené à la truelle, et donc une faiblesse du récit. D'ailleurs, en parlant de faiblesse... Bon, je vais être franc avec vous, lorsque j'ai relu cette mini-série pour les besoins de cette vidéo, j'ai terminé avec une impression de... comment dire... Ok, super, Scott, et ensuite... Attention, je veux pas dire que c'est mauvais, loin de là, mais il y a un goût de pas assez qui se dégage de l'ensemble. Il faut dire que si les motivations et les plans de l'architecte nous sont présentés, il n'aurait pas été de refus d'avoir une ou deux scènes en plus de son point de vue, histoire de l'approfondir un peu. Parce qu'en l'état, on le voit agir à 2-3 reprises et se faire latter la tronche à la fin par Batman. Et que dire du plus gros gâchis du récit ? Pourquoi ne pas avoir exploité plus que ça le personnage du pingouin et de Silence ? Je veux dire merde, leur famille elle est aussi concernée. Et quand on repense à la manière dont le personnage de Silence a été présenté dans l'histoire de Batman portant son nom, il fait ici pitié à être enlevé mollement par l'ennemi avant d'être sauvé par Dick. Mais bon, passons maintenant au morceau qui reste le plus subjectif de tous, le dessin. Alors, c'est principalement Trevor McCarthy qui s'en charge, et je dis principalement car il s'occupe de 4 épisodes sur 5. Et il est là, mon premier problème. C'est une série en 5 épisodes, et d'essais où les auteurs n'ont pas été fichus de la préparer en amont pour éviter ce changement intempestif. Car si la tendance de dessinateur était justifiée dans son gros reflet, ici c'est niette. Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Ils auraient pu éviter ce désagrément en alternant le dessinateur entre les flashbacks et le temps présent. Mais non, ils se sont contentés d'une colorisation différente qui au demeurant n'est pas une mauvaise idée, les phases se déroulant dans le passé narrées par les extraits de journal de Nicolas étant de mon point de vue les parties les plus intéressantes du récit, et celle qui scie le mieux au style de dessin. Parce que les parties du présent, et principalement les scènes d'action, c'est d'une mollesse, je trouve. Vous me direz, c'est peut-être la faute de Graham Nolan qui l'a secondé sur le découpage des pages, mais il est pas présent sur tous les épisodes, donc j'en sais rien. Reste que j'ai eu l'occasion de recroiser McCarthy au dessin sur la mini-série hors continuité Nightwing The New Order, et j'ai pas constaté ses défauts, donc mystère. Pour continuer sur ce qui m'a fait grincer les dents, j'ai aussi levé les yeux au ciel en lisant les lamentations de Dick sous sa pseudo-légitimité à porter le costume de Batman. Alors autant ça ne me choquait pas dans les premiers récits où il héritait du rôle, autant là ça fait un moment qu'il le porte, et depuis le temps qu'il évolue aux côtés de Bruce, ayant même pris le relais de s'occuper de Damian pendant que Monsieur se promenait dans le temps. Il est légitime, il le sait. Même Bruce le lui dit à la fin du récit. Alors oui, c'est logique qu'il doute, surtout quand il échoue, comme par exemple lorsqu'il voit la tour Wayne exploser. Mais le pingouin qui vient le lui dire à son tour... J'irais presque imaginer que c'est Snyder qui parle à travers la bouche du vilain, mais ce serait assez grossier de s'arrêter à ce niveau d'analyse-là. Surtout quand on voit comment il met en scène l'empathie de Dick à travers le premier numéro. Ça se passe juste après la destruction des ponts. Grayson culpabilise, ce que Gordon ressent, donc il essaye de le rassurer en lui expliquant qu'il n'aurait jamais pu deviner la position exacte des explosifs. Un échange ayant un goût doux amer qui se verra aussitôt annulé par la scène qui lui succède, nous montrant notre héros dans le bat sous-marin, apercevant le corps des victimes dérivant sans but dans les eaux de Gotham. Une scène et une écriture très juste, et ce dès le premier numéro, ce qui vient encore prouver que malgré ses défauts, cette série reste globalement une bonne lecture, et que Snyder a fait en général un excellent travail sur le personnage de Dick Grayson dans ces deux histoires. Malheureusement, s'il y a bien un défaut à cette histoire qui n'est pas de son fait, c'est son accessibilité en France.
En effet, le livre n'a jamais été édité en librairie, donc si vous souhaitez le lire, il va falloir se tourner vers le marché de l'occasion et des spéculateurs où vous pouvez le retrouver dans 2 éditions. Celui sorti en format presse sous l'appellation du Batman Saga hors série numéro 1, vous trouverez dans son sommaire la totalité de la mini-série ainsi que les couvertures variantes et des dessins préparatoires. La seconde édition est quant à elle une parution distribuée lors des 48 heures de la BD de 2014, mais ne la possédant pas, j'ignore si les bonus se trouvant dans le hors-série y sont présents. Et ensuite, après avoir conclu son court run sur Detective Comics et cette mini-série, Snyder allait devoir se préparer à récupérer la gestion du personnage de Batman et de son univers dans son ensemble, car un reboot de toutes les séries d'essais n'allait pas tarder à venir poindre le bout de son nez. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Et voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant que nos chemins se recroisent, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!